Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de Nos francophones ont du talent, une nouvelle série d'émissions qui met en lumière les talents dans notre communauté francophone sur un format vidéo et audio. Aujourd'hui, en présence de Katia Café Fébrici. Comment ça va, Katia, aujourd'hui? Bonjour à tous, moi ça va bien, ça va très bien. Ben, on va pouvoir apprendre à te connaître, mettre en lumière tes talents. Alors, on va commencer tout de suite en te posant la première question, Katia. Où es-tu née? D'où viens-tu? Je suis née à Paris, en France, et donc voilà, À Paris ou en banlieue parisienne? Parce que c'est vrai que les Parisiens, on a souvent tendance à dire Paris au sens large, mais c'est vrai qu'en général, on vient tous d'une petite banlieue un peu plus petite. ah non, moi je viens du 14e. Ouh, donc de la capitale. Oui, 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 oui. Et est-ce que tu peux nous raconter un de tes meilleurs souvenirs d'enfance ou de jeunesse à cette époque? Souvenirs d'enfance. Donc, alors, c'est vrai que je viens de Paris, mais après, on a déménagé à Vincennes, donc qui était pas très loin. Et quoi dire? Je pense que bah, j'ai beaucoup de bons souvenirs parce que à l'époque, je faisais beaucoup de sport et de l'athlétisme en particulier. Donc, pas loin du parc Floral, j'allais au club. Et, alors, non, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Que je réfléchisse 2 petites secondes. Ouais, il y a 2 images qui me viennent. La première, c'est un jour où on est allé au cinéma voir un film avec, je sais plus comment il s'appelle, l'un des Wayans Brothers. Et c'était lui et puis je crois Bruce Willis. Où dans ce film-là, il était joueur de football professionnel, qui s'était blessé, etc. Et je crois que dans ce film, il y avait Jada Pinkett. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment cool le cinéma. Et je me suis dit ça parce qu'on avait une amie qui travaillait à UGC et donc qui nous permettait de voir tous les films qu'on voulait, on pouvait y aller gratuitement. Donc on allait très souvent au cinéma. Et donc ce jour-là, je pense que c'était un lundi ou un mercredi soir, et je me suis dit, c'est quand même bien le cinéma, c'est super les films, mais bon, je pense que je serai toujours une consommatrice. Et mais oh là là, je me perds dans ce que je veux dire en fait. Parce que ça, j'ai l'habitude d'en parler en anglais. On reprend, on la refait. Refais-la. Take two. Donc, un, un, un des souvenirs que j'ai quand j'étais plus jeune, c'était d'aller au cinéma régulièrement. On avait une amie qui travaillait à UGC et qui nous permettait donc d'aller voir plein de films euh, tout le temps, Gratuitement, du coup. gratuitement. On y allait tout le temps, etc. Et donc, je me vois aller au cinéma, je me vois être complètement hagarde devant ces histoires, souvent des films américains, qu'on voyait en anglais sous-titrés parce qu'on trouvait ça mieux. Et, euh, et à cette époque-là, l'idée de faire du cinéma, c'était un fantasme, mais c'était jamais quelque chose que je pensais possible ou accessible, etc. Il y a une autre image un autre souvenir, c'est que j'allais souvent au théâtre. Parce que j'ai fait des études littéraires
Et j'allais souvent au caveau de la Huchette à Paris, voir toutes sortes de pièces. Et pareil, je trouvais ça fascinant de voir des histoires sur scène, des choses qui étaient écrites, puis ensuite qui étaient dites. Et la même chose me venait à l'esprit, c'était, ben ça c'est pas pour moi, de toute façon, je m'autorise, je sais même pas si je m'autorisais à en rêver. Donc, mais ces souvenirs-là, ils continuent de m'habiter, ils continuent de... C'est quelques années plus tard que je me suis dit, mais c'est pas, c'est le cinéma, le théâtre, c'est pas d'aujourd'hui. C'est juste que aujourd'hui, je me suis lancée et j'en fais. Voilà, j'écris des pièces, je mets des scènes en pièces, des pièces en scène, je mets des pièces en scène, j'écris, je réalise des films documentaires et je crois que la leçon que ça m'apprend, c'est que quand on a quelque chose en soi, bah, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre, si on n'a pas envie de vivre sa vie frustrée, bien évidemment. Et justement, quel était ton rêve quand tu étais jeune, quand tu étais enfant? Mon rêve quand j'étais enfant, c'est 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 difficile à dire. C'est difficile à dire parce que je pense que en tant qu'antillaise, en tant qu'antillaise, bah, j'étais assez modelée à savoir les rêves c'est bien gentil, mais il faut que tu aies un travail, un vrai, Quelque chose de concret dans la vie? quelque chose de concret dans la vie, si possible dans la fonction publique, comme ça au moins tu auras un avenir garanti. Et Et comme sécurisé par rapport à la sécurité de l'emploi, en fait, c'est par rapport à ça, je pense. voilà, et je me suis jamais reconnue là-dedans. Donc je sais pas si je me suis autorisée à rêver avant l'âge adulte. Parce que j'ai passé mon adolescence, mon enfance. Si, si, quand j'étais vraiment toute petite, c'était d'écrire. Mais c'est un rêve qui a été, on va dire, tari par la suite parce que, bah, tu sais, quand t'es au collège, quand tu es au lycée, tu vois des conseillères d'orientation qui te disent ah bah tu parles des langues, tu pourrais être secrétaire de direction. Et là, tu te dis, bah non, mais ça me ressemble carrément pas, quoi. C'est pas du tout ça. J'ai rien de tout ça. Je suis organisée par la force des choses, mais c'est pas mon truc. Et donc, j'ai eu plusieurs carrières. Je me suis réinventée plusieurs fois dans ma vie. Moi, je suis un peu comme un chat, hein. J'ai eu plusieurs vies. C'était quoi les jobs, les emplois que tu as eus, du coup? Ah bah, j'ai travaillé, j'ai commencé ma carrière au départ comme enseignante parce que je travaillais sur une thèse de doctorat. Ensuite, j'ai travaillé comme j'avais mon propre cabinet de traduction. Après ça, je me suis lancée dans la formation professionnelle. Mais il y a toujours eu comme une espèce d'évolution et une espèce de logique. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé partager. Donc, d'un début de carrière académique, ensuite, je me suis retrouvée dans les langues, à travailler dans la traduction. J'étais spécialisée en traduction informatique et puis j'étais interprète public. Donc, à savoir que je travaillais essentiellement avec la police et puis les services d'immigration. À cette époque-là, j'habitais en Angleterre. Et puis après ça, oui, j'ai évolué vers la formation professionnelle parce que mon tout premier gig, on va dire, c'était une boîte qui m'a approché en me disant, ben, nous, on ne veut pas que tu interprètes pour nous, on veut que tu nous crées une formation pour que notre personnel bilingue puisse mieux accompagner les clients.
Donc je dis, bah, j'ai jamais fait, mais je veux bien essayer. Et donc je me suis lancée là-dedans. Et puis ça a super marché. C'est une formation qui a fait le tour des services publics. Et puis par la suite, on a commencé à me dire, mais est-ce que, euh, est-ce que ça te dirait de m'aider à mieux communiquer? Est-ce que tu pourrais voir un peu comment je peux faire avec mes équipes, etc., etc. Donc je suis partie faire une formation de master coach, une certification professionnelle. Et j'ai travaillé comme consultante pendant plusieurs années, jusqu'à ce que j'arrive au Canada d'ailleurs, où là, à l'époque, j'ai commencé à travailler en développement organisationnel, développement des compétences des cadres supérieurs, gestion du changement, etc., etc. Mais les choses se sont toujours enchaînées les unes après les autres. Mais j'avais quand même un petit vide au fond de moi. Au fond de moi, je me disais, il y a quelque chose qui manque, je ne sais pas ce que c'est, parce que j'aimais ce que je faisais, mais j'adorais pas. J'aimais ce que je T'étais faisais. pas frustrée au jour le jour, mais il n'y avait pas cette étincelle, en fait. Il n'y avait rien Il y qui te avait- faisait réellement vibrer au fond. Non, non, non. J'étais pas. J'étais bonne dans ce que je faisais, ça se passait bien. J'étais indépendante, donc je pouvais gérer mon emploi du temps. J'avais pas besoin de bureau, je travaillais à domicile parce que je me rendais toujours chez mes clients. Je travaillais avec des gros clients. Euh, et donc, il y avait ce petit truc qui me manquait. Et ce petit truc qui me manquait, je pense que j'ai renoué avec. C'est ce qui s'est passé quand on est arrivé au Canada, c'est que il y a deux choses qui se sont passées. La première, c'est que genre je sais pas, deux, trois semaines après avoir atterri au Canada, à Montréal en particulier, j'ai décidé de m'inscrire à un concours d'écriture radiophonique, un concours d'écriture littéraire. Est-ce que Et c'était pour ça que tu étais arrivée au Canada par rapport à ce concours ou c'était ton projet de vie à un moment donné d'atterrir au Canada, entre ah oui, guillemets? oui, oui, on a décidé de venir, d'immigrer ici, on est arrivé en famille, etc. Et donc, quand on est arrivé, j'ai participé à ce concours d'écriture radiophonique avec Radio-Canada à Montréal. Et j'étais finaliste. J'étais finaliste, on était 8 finalistes, et puis il y a quelqu'un qui a gagné. Et c'était mon premier cachet d'artiste. Parce que j'ai reçu un cachet, et j'ai reçu un prix, mon premier iPod d'ailleurs. Et après ça, je me suis dit, bon, je vais pas m'arrêter là, je vais écrire. Je vais continuer. Parce que c'était vraiment. Je me rendais compte qu'à chaque fois que j'écrivais, j'avais j'avais le cœur rempli. J'avais le sourire, j'étais bien. Et, euh, et donc, j'ai commencé à travailler avec une éditrice où je me suis lancée dans mon projet. J'ai suivi des ateliers, des différents ateliers d'écriture. Et donc, malheureusement, c'est un peu tombé à l'eau parce que après on est parti à Toronto, puis je continue à travailler de toute façon dans mon domaine. Quand on est arrivé au Canada, j'ai passé l'examen des conseillères en CRHA, conseillère en je sais plus trop quoi, de gestion de ressources humaines. Enfin, tu vois. Mais ça se passait très bien, ça se passait très bien. Et donc, quand on est arrivé à Toronto, je pense, démissionné. Non, même pas. Entre notre arrivée au Canada, à Montréal, et le déménagement à Toronto, en 2 ans, en 18 mois, j'ai dû démissionner 4 fois. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et mon dernier poste, où là, j'avais un poste à responsabilité, je marchais, j'allais au bureau tous les matins à reculons. Et je me souviens, je m'asseyais dans ma chaise, ma belle chaise,
Et je me tournais vers la fenêtre et je pleurais pendant 5 minutes. Et puis après, je me redonnais la force et je me disais, ok, c'est bon, on est parti pour la journée. Et c'était super douloureux parce que je me sentais mourir de l'intérieur. Je sentais que ma peau me quittait littéralement chaque jour quand j'allais au bureau. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Donc, après avoir démissionné 4 fois en 18 mois, je me suis dit, j'arrête. Ouais, il J'arrête. faut trouver quelque chose qui me plaise plus. Je peux pas continuer à faire le yo-yo comme ça. En gros, c'est ça Ouais. que tu devais te dire. Oui, Ouais. ouais, ouais. C'était trop pénible. Et donc, j'ai pris la décision d'aller au labo. Moi, j'ai démissionné, j'ai pris la décision d'aller au labo. Et au labo, je me souviens, à l'époque, la directrice de labo s'appelait Salomé Viguier. Et elle organisait un encan silencieux avec les artistes. Non, mais même avant ça, oui, je suis devenue membre du labo, membre professionnel même, puisque j'avais déjà été rémunérée pour écrire. Et donc, l'élément catalyseur, on va dire, c'est cet encan silencieux au labo. On parle de 2013. Et, euh, et donc, Salomé m'appelle en me disant, on fait un encan et qu'est-ce que tu présentes? Alors je dis, bah, j'ai rien à présenter, moi. Moi, je suis pas une artiste visuelle, j'écris. Enfin, elle me fait, bah ouais. Donc, bah, trouve une manière. Débrouille-toi. Débrouille-toi. T'as 3 semaines ou un truc comme ça. Et Alors tu as là, surtout carte blanche en plus. oui. Et des fois, Donc, la carte blanche, c'est un honneur, mais c'est aussi une croix à porter parce que du coup, on peut partir dans tous les sens et on ne sait oui, pas vraiment par où commencer. Exactement, ouais, c'est ça. ouais. Et donc, je, je réfléchis, je me suis dit, bon, bah, comment je vais présenter mes écrits? Je peux pas juste les mettre dans un, un cahier, quoi. C'est pas top. Donc, je me suis lancée dans un truc complètement fou. J'ai euh, j'ai décidé de créer des sculptures littéraires. Et donc, j'ai pris des livres que j'ai recyclés, que j'ai retravaillés. Et ensuite, j'y ai apposé mes écrits. Donc, il y avait un texte en français, un texte en anglais que j'avais écrit spécifiquement pour l'encan. Et en français, le titre, c'était Au commencement était l'écrit. Et en anglais, c'était In the beginning was the womb. Et ces textes-là parlaient de mon accouchement. Et donc, je pense que c'était pas anodin parce que, au même titre que je parlais de mon véritable accouchement, bah, j'accouchais de mon art. Pour la première fois de façon visuelle en plus. Voilà. Et ce jour-là, j'ai. Alors, c'est marrant parce que, tu sais, bon, il y avait plein de super belles œuvres qui étaient disposées. Je me souviens avoir apporté mes œuvres avec délicatesse au labo pour pas les abîmer, etc. À ce moment-là, le labo était à la distillerie. Et donc, quelque part, je me disais, j'espérais qu'on les achète, que quelqu'un se dise, oui, je vais miser là-dessus, je vais acheter ces œuvres. Et puis, ce fut pas le cas. Alors, sur le moment, mon ego en a pris un coup, évidemment, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas gentil. Et finalement, j'étais tellement contente que personne n'ait misé dessus. Parce que maintenant, ces œuvres sont dans mon bureau. Et à chaque fois que je les regarde, je me dis, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé. Après ça, je me suis aventurée à faire une demande de subvention au Conseil des Arts pour écrire. Et je l'ai obtenue. Alors là, tu aurais dû me voir. Mais je flottais sur un petit nuage. Je flottais sur un nuage parce que je me suis dit, je suis validée. Mais tu as l'air surprise, en fait. C'est ça qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, tu as l'air surprise, comme de ton talent, en fait. Comme tu sais, cette espèce de syndrome de l'imposteur, un petit peu. À chaque fois que tu réussis quelque chose, tu as le recul de dire,
Ils se sont pas gourés, ils se sont pas trompés, c'est moi? Mais non, mais en fait, c'était même pas ça. Cette validation, c'était pas sur ce que je savais faire. C'était ma validation ma validation d'artiste, la reconnaissance d'artiste. Se dire, je suis une artiste professionnelle, où tu reçois un chèque pour te consacrer à ton art. Donc, c'était pas tant le syndrome de l'imposteur. C'était plus, j'avais même je dis n'importe quoi, même à Montréal, c'est de se dire, tu, tu te fais payer pour faire quelque chose que t'aimes. Et dans ma tête, un artiste, allez, la fleur au fusil, voilà quoi. Tu sais, je pensais pas qu'un artiste pouvait être professionnel. Pendant Et très longtemps, reconnu et avoir de l'argent pour justement te consacrer à ça et tout ce oui, oui, oui. processus en fait. Mais oui, parce que pour moi, un vrai travail, c'est un travail dans un bureau, avec un ordinateur ou avec des gens, mais c'est un travail dans un bureau. Ces histoires de tu t'assois chez toi à écrire, ou bien à peindre, ou bien à faire des films, ça, c'est pas un travail, tu vois. C'est une passion. C'est un hobby. C'est un truc que tu fais en dehors. Donc, quand, quand j'ai obtenu ma première bourse, je me suis dit, ah ben, je suis une artiste. Je Ça suis y est. une artiste professionnelle. Et c'était ça, parce que être artiste, oui, c'est quelque chose que je me disais. Oui, au fond de moi, je suis une artiste, etc. Mais une professionnelle, eh ben, ça, c'est venu avec la première bus du Conseil des Arts. Je pense que c'est plus que l'argent, c'est cette validation, en fait. Et puis, et donc, j'étais sur mon petit nuage, je flottais, j'avais énormément de plaisir à faire quelque chose que j'adorais, mais que j'avais refoulé. Que j'avais refoulé toute ma vie parce que je me suis toujours entendu dire qu'il fallait que j'ai un vrai travail. Et donc, ça Mais m'a... justement, comment tu as su que tu voulais être artiste? Puisque toi, tu étais dans une genre de, dans ta tête, c'était formaté, il faut que j'ai un travail avec une belle chaise, un beau bureau, un patron qui me donne des initiatives, des responsabilités. À quel moment tu t'es dit dans ta tête, mais en fait, en vrai, moi, je pense que j'ai envie d'être artiste, j'ai envie de faire du cinéma. Tous ces films que j'ai vus grâce à cet ami qui m'a permis d'aller voir des films à UGC pendant toutes ces années, ce truc qui m'a, genre, justement, ce jus que tu as en toi, que tu as puisé, que tu as, tu sais, l'essence même de tous ces trucs-là. À quel moment tu t'es dit dans ta tête, ouais, genre, moi, ce que j'ai envie au fond, c'est d'être artiste. même quand je suis devenue réalisatrice, euh, je, je disais jamais que j'étais réalisatrice. Je disais, je fais des films. Parce que, parce que, parce que c'est là que j'ai commencé. Je pense que c'est plus avec le cinéma que l'écriture que j'ai commencé à développer, à un moment donné, pendant un temps, ce syndrome de l'imposteur, on va dire. À quel moment je me suis définie ou appelée artiste? Ah, ben, j'ai envie de dire que ça fait pas si longtemps que ça, parce que dans l'industrie du cinéma, on s'identifie pas forcément comme des artistes. On se, on nous définit comme des storytellers, comme des filmmakers, mais pas forcément des artistes. Et pour moi, cette notion d'artiste a vraiment pris tout son sens quand j'ai commencé à faire du théâtre. En jouant, toi, personnellement, ou en écrivant pour le théâtre? Les deux.
en jouant, en écrivant, en mettant en scène. Et je dirais que le théâtre est arrivé en 2019, donc c'est tout récent, où j'ai fait j'ai j'ai participé à une résidence de metteur en scène. Et je voulais y participer parce que j'avais l'intention de théâtraliser une partie de mon documentaire, d'un film sur lequel je travaillais. Et donc, bon, je vais pas rentrer dans tous les détails de comment j'ai décidé enfin, comment je me suis retrouvée là-dedans. Toujours est-il que quand je me suis retrouvée avec toutes ces personnes, je voyais que je voyais cet amour profond pour la discipline, sans aucune vergogne. Les gens qui étaient là, les metteurs en scène qui étaient là, ils étaient aussi comédiens, ils étaient aussi dramaturges, ils étaient entiers. Ils s'assumaient dans leur identité, mais vraiment, no apologies. Ils étaient juste eux-mêmes. Et ça m'a mis une claque parce que je me suis dit, waouh, tout ce temps où tu sais, tu n'arrives pas à te dire, tu sais, quand on me dit, mais t'es réalisatrice, je dis, ouais, bah, je fais des films. Et puis là, je me retrouvais avec des gens qui avaient énormément d'expérience et qui étaient super humbles et qui faisaient des choses magnifiques et qui disaient, moi, je suis ça. Moi, je suis ci. Moi, je suis cela. Sans s'excuser, sans dire je ne veux pas prendre la place, c'est pas moi, etc. Non. Et donc à ce moment-là, j'ai pénétré l'univers du théâtre et je crois que c'est ce qui m'a complété en fait. C'est ce qui m'a complété parce que j'adore, évidemment, j'adore l'écriture, j'adore la scénarisation, la réalisation, mais j'adore tout autant la dramaturgie, la mise en scène. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire je suis cinéaste ou autrice. Je fais du cinéma et je fais du théâtre. Et les deux me définissent. Et est-ce que tu te souviens d'un moment, d'un obstacle, en fait, un moment donné dans ta carrière où tu as eu ton premier obstacle, que ce soit par rapport au théâtre, que ce soit par rapport au film que tu as pu écrire. Il y a toujours des petits moments difficiles, des moments où on doute aussi. Est-ce que tu te rappelles d'un exemple particulier? Ben, des obstacles. Je pense que c'est l'une des leçons les plus douloureuses, mais aussi qui ont forgé le plus mon caractère. C'est que je me souviens, j'ai fait énormément de résidences, des labos d'artistes, etc., etc. Et je me souviens d'une productrice une fois qui parlait et qui disait We are in the business of rejection, so get used to it. Parce que quand tu te fais dire non, c'est la fin du monde. Puis on dit ah, bah écoute, moi je pense que ce que tu devrais faire, c'est célébrer tes refus. Et tu t'écris sur une feuille tous les refus que tu as eus parce que c'est une manière de te rappeler que tu travailles. Et que tu n'es pas juste là, tu vois. C'est passer tout ce temps à travailler à ton succès immédiat. Tu sais, the overnight success. You're working your whole life for your overnight success. Et, euh, et, et donc, ça m'a appris. Alors, il y a des moments où j'ai des refus et je vais faire du boudin pendant 2 heures, 2 jours, 2 semaines, ça dépend, 2 mois, non, peut-être pas, mais
Mais là, tu fais du boudin à ce moment-là parce que c'est ton ego qui est piqué un petit peu ou c'est parce que tu te remets en question complètement? Ah ben, déjà, ça commence par l'ego. Voilà, c'est genre, mais pourquoi moi? Pourquoi pas moi? On m'aime pas, on veut pas de moi, c'est pas gentil, j'en peux plus, j'en ai marre. Et puis après, une fois que que la poussière est retombée, je me dis, ok, euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Dès que je peux, je demande du feedback. Et mais surtout, je continue. Parce que parfois, on ne peut pas te dire pourquoi pas toi, pourquoi toi. Tu sais, je fais partie de jury de délibération au Conseil des arts. Et parfois, je le vois, je le vis. Il y a des demandes où tu te dis, mais j'aimerais tellement qu'elle ait des sous, qu'elle soit soutenue, cette demande. L'artiste le mérite. Mais il mange juste un chouïa. C'est une histoire de pondération. Voilà, tu as 75%, et puis derrière, à la 10e demande, il y a cette personne, elle a 69,99. Elle ne monte pas aux 70, et c'est pour ça, c'est juste ça. C'est juste ça. Donc, on est dans un milieu, on évolue dans un milieu où on dépend beaucoup des subventions. Donc, il y a des moments avec, il y a des moments sans. Il y a des subventions qu'on aimerait avoir, ça ferait ça mettrait pas seulement du beurre dans les épinards, mais vraiment du baume au cœur, etc. Et puis, il y a des fois où c'est non parce qu'on n'est pas prêt. Parce qu'on pense qu'on est prêt, mais on ne l'est pas. Est-ce qu'il y a un nom en particulier ou un refus ou un obstacle, tu l'appelles comme tu veux, dans ta carrière qui t'a marqué peut-être plus que les autres et qui t'a peut-être permis justement d'avoir maintenant toute cette sagesse, entre guillemets, par rapport au refus, entre guillemets? Je peux pas te dire un obstacle en particulier parce que tous mes noms, ils sont tous à la même enseigne. Ils me font tous mal. Il y en a pas un plus haut que l'autre. Ils sont tous. Je sais que quand j'attends une réponse, la première chose c'est ah mon Dieu, je suis sûre que je l'ai pas eu. Et puis je regarde, je me dis ah, allez, on va lire le mail. Je lis le mail, et puis parfois c'est une grande surprise. Puis parfois, tu sais, je formule le truc en avant, je dis ouais, nous sommes désolés. Puis tu sais, dans ma tête, je me dis nous sommes désolés, mais mes yeux lisent nous avons le plaisir de. Donc, je peux pas dire qu'il y ait un obstacle plus haut que l'autre. Je dirais simplement pour moi que chaque refus, tu sais, c'est comme quand tu as envie de sortir avec quelqu'un, tu vois. Tu dis, ouais, allez, je vais me faire belle pour me faire remarquer, etc., etc. Et cetera. Et puis, cette personne, elle n'est pas intéressée par toi, elle est intéressée par ta copine. Et tu dis, ah putain, enfin, peut-être pas putain, mais tu dis, ah là là, mais pourquoi? Pourquoi pas moi? Mais moi, je suis bien, moi, s'il te plaît. Et finalement, parce que c'est ça, une demande de subvention, tu te fais belle, tu vois, tu te mets sur ton 31, et puis finalement, ben, c'est ta copine qui l'a. Parce que ta copine, she scored. Donc, dans ces moments de déception, on peut se sentir rejeté, on peut être submergé de doutes. Moi, j'ai des doutes tous les jours. Mais il y a une chose qui me tient, c'est que je lâche pas. Justement, tu lâches pas. Et là, on va aussi parler de ce documentaire qu'on a pu voir maintenant tu as fait une projection samedi dernier au labo, pour les gens Mhm. qui ont commencé à pouvoir le voir. Le documentaire, il s'appelle, alors désolé pour mon accent créole qui est pas au maximum, je vais faire de mon mieux, Mou en Bala, c'est ça, Moon mais Ambala. Moon en Bala. Alors, est-ce que tu peux, Katia, nous raconter le déclic ou le moment qui t'a permis justement de te lancer dans ce projet? Ben ça, c'est... Je pense que ça a commencé en 2018. J'ai commencé à travailler sur ce projet en 2018.
Et la première motivation, c'était de, de nous documenter dans l'espace francophone. Parce que les Antillais de France, on va dire, ont un statut à part. On n'est pas comme les autres francophones en cela que ben, on est français à part entière, mais entièrement à part. Et donc, j'avais envie de documenter la présence des Antillais à Toronto parce que moi, on me demande souvent, et c'est le cas pour beaucoup d'Antillais, d'où tu viens. Et quand tu dis d'où tu viens, alors parfois ça se transforme en doute, mais t'es sûr, mais tu viens d'où, mais vraiment, mais d'où tu viens, etc. Et donc, souvent, de par mes voyages, j'ai dû expliquer aux gens que la Guadeloupe, c'était pas au Mexique, et que la Guadeloupe, c'est un département d'outre-mer français. Et donc, les gens disent, ah ouais, la colonie, euh, c'est un département. C'est un département. Et donc, il y a, quand tu googles Guadeloupe ou Martinique, c'est le drapeau français qui apparaît. Quand tu regardes les images de la Guadeloupe ou de la Martinique, ce sont des images de plage avec des touristes, ou alors des fonds marins avec des coraux, etc. Et on est inexistant en fait. Et donc, je me dis, mais on peut pas être... on n'est pas invisible. Je veux dire, la culture antillaise, c'est une vraie culture. C'est pas juste un dérivé de la France. Et malheureusement, on n'est pas, on n'est pas forcément mis en valeur, reconnu, ou alors on est folklorisé. Et donc pour moi, en tant que cinéaste documentariste, sachant que à Toronto, il y a une toute petite communauté, mais vraiment, je sais pas, j'ai envie de dire 300, 400 personnes. C'est minuscule. Et encore, je suis généreuse en disant cela. Mais la première démarche, c'était de documenter notre présence. On existe. On est passé par là. Il y a des Antillais qui sont passés par là. Des Antillais de France ou des Français des Antilles, on dit comme on veut, mais on existe. On n'est pas haïtien, on n'est pas congolais, on n'est pas camerounais, on n'est pas saint-lucien, on n'est pas barbadien, on est guadeloupéen et martiniquais. Et les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Guyanais aussi, par la même occasion. Enfin, les Guyanais se définissent un petit peu plus parce qu'ils sont en Amérique du Sud, mais les Guadeloupéens, Martiniquais, on est les âmes perdues des Caraïbes, on va dire. Je ne sais pas si je devrais dire ça comme ça, parce qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais quand je dis des âmes perdues, ou des âmes volées peut-être, parce que on ne nous reconnaît pas vraiment. On est toujours sous la coupelle de la France, et c'est tout. Donc, c'était le point de départ. Excuse-moi pour cette super longue réponse, mais... Non, 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 mais c'est intéressant les points que tu soulèves parce que c'est même vrai d'un point de vue plus franco-français que même d'un point de vue gouvernemental, il y a moins d'aide alors que c'est un département comme les autres au final. Moi qui habitais en France dans le 95, j'avais vraiment l'impression à chaque fois d'être le dernier département de France alors qu'il y en a d'autres derrière en fait, ces fameux. On oublie aussi la Réunion, c'est pareil en fait, c'est vraiment des... Il y a Mayotte, il y a enfin, tous ces départements-là, on a l'impression qu'ils sont français. Mais voilà, c'est un endroit où on passe la retraite, c'est un endroit où on passe des belles vacances, comme tu disais, les belles photos, les jolies plages, le folklore. On va écouter deux, trois musiques. Ah, c'est des Antilles, voilà, on a montré la diversité. Et c'est vrai que même d'un point de vue franco-français, souvent ce sont les personnes qui se plaignent de ça, de se dire on n'a pas assez de fonds, on n'a pas assez, même d'un point de vue administratif, tout prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut tout envoyer là-bas. Enfin bref, comme tu disais, les oublier un petit peu, les mis à côté. Donc, je comprends que tu aies pris du temps justement pour cette réponse. Mais du coup, je rebondis et je me demandais, qu'est-ce que tu as voulu montrer au monde justement? Sur quoi tu as voulu vraiment pointer le doigt
dans ce documentaire? Bien, ce que je trouve, c'est cette notion de mémoire collective. C'est-à-dire que pour les Antillais, donc il y a les Antillais des Antilles qui sont nés là-bas et qui donc ont une certaine culture qui les habite. Et puis il y a les autres, les Antillais qui sont nés en France et qui malgré tout se retrouvent dans cette même culture parce que chez eux ils vivaient comme des Antillais et puis à l'extérieur c'était plus cette francité, on va dire, qui s'affirmait ou qui se manifestait. Et donc, la, cette notion de mémoire collective antillaise reconstruite et qui perdure malgré tout, seulement avec ses souvenirs. Tu vois, par exemple, bah dans le film, l'élément central, c'est un chanté Noël. Chanter Noël, bah, ce sont des traditions qui viennent des Antilles, etc. Mais on, on, on s'en rappelle. Moi, je me souviens des conversations, c'était ah oui, j'ai appris ça avec ma tante. Ah, j'ai appris ça avec ma grand-mère. Ah, je me souviens de ça. Ah, ça, je m'en souviens plus trop, mais je le fais comme je peux. Et donc, cette notion de mémoire collective re- reconstruite à l'étranger, qui clash avec cette nouvelle identité canadienne, une fois qu'on a eu sa citoyenneté, ben, je trouve ça fascinant, en fait. Je trouve ça fascinant parce que, en tant qu'Antillais, on évolue toujours entre deux cultures. Moi, en l'occurrence, je suis d'origine guadeloupéenne, je suis née à Paris, mais à Paris, je suis pas assez française parce que j'ai pas la bonne couleur de peau. Et puis quand je suis aux Antilles, ben je suis pas assez antillaise parce que je parle pas créole avec l'accent qu'il faut. Donc tu te retrouves toujours le cul entre deux chaises. Tu dis mais euh, j'appartiens où? Et puis après s'ajoute un autre élément, c'est tu deviens canadien. Et là tu dis mais ça veut dire quoi d'être canadien? Alors qu'on te dit au Canada, on t'encourage, le multiculturalisme est encouragé, mets ta culture d'origine en avant, à laquelle tu vas ajouter ta nouvelle culture canadienne, et puis ça va faire un super melting pot, et voilà. Et moi, je me suis jamais interrogée sur mon appartenance avant de vivre au Canada. Et c'était le cas, en l'occurrence, pour, pour d'autres personnes. Et parce que c'est un acquis. Pour moi, bon, allez, j'ai les cheveux longs, je me pose pas de questions, j'ai juste les cheveux longs. Je me dis pas, tiens, comment ça serait si je voulais les avoir courts, etc. Si je voulais les avoir courts, je les coupe, c'est tout. Et donc là, c'est c'est- c'est vraiment parti de ça. Et puis à travers les recherches menées, les conversations eues, je me suis rendu compte que cette notion identitaire pour nous, Afro-Français, elle est super complexe. Et donc, c'était important de commencer à poser des mots sur ces notions. Parce que je vais prendre un Haïtien, par exemple, un Haïtien. Les Haïtiens sont très très fiers, ils savent qui ils sont. J'ai pas envie de dire que nous, Antillais, on ne sait pas qui on est, c'est pas ce que je dis. Mais il y a toujours ces discussions, ce débat sur la créolité, sur la négritude, est-ce que je suis français, est-ce que je ne le suis pas, etc., etc. Parce que on a toujours eu la citoyenneté française, mais on n'a jamais été considéré en tant que tel. Et donc, du coup, même en France, les gens te disent, en France hexagonale, on te dit, mais tu t'es d'où non, mais tes parents, mais tes grands-parents. Et toujours, tu te retrouves à devoir justifier quelque chose qui est plus grand que toi, en fait. Moi, j'ai pas demandé à être française. J'ai choisi d'être canadienne, mais j'ai pas demandé à être française. Ça, c'est du fait de l'histoire de la France que la France n'assume pas. Et qui, en plus de pas l'assumer, veut me refoutre ça sur le paletot en disant, mais vas-y, toi, dis-nous. Et donc voilà, j'avais ce... Il y a tout cet embroglio d'éléments
que j'ai voulu mettre en image parce que, comme je disais, il n'y a pas un seul endroit où je suis allée dans le monde où les gens me disaient « Ah oui, la Guadeloupe, c'est aux Antilles ». Personne, personne. C'était mais c'est au Mexique, c'est ça? Ou alors c'est où? Et donc il y a toujours. Alors je dis pas qu'on doit être champion de la géographie, qu'on doit savoir où se trouvent tous les lieux, mais quand même, je pense que si la France, tu vois, moi ça me choque que quand je tape Guadeloupe, pourtant on a un drapeau guadeloupéen. D'ailleurs, il est dans le film. Il y a une des personnes qui porte le drapeau guadeloupéen. Eh bien, c'est le drapeau français qui apparaît. Et donc, on est toujours dans cette lutte, je suis français quand ça arrange. Voilà. Et comment tu as écrit ton scénario du coup? Comment tu as tout mis tes idées partant de ce constat-là sur le papier? J'ai L'histoire que j'ai écrite au départ, j'ai dû la réécrire au moins une dizaine de fois, cette histoire. Mais je l'ai jamais écrite comme je l'ai filmée. Parce que il y a une chose quand même, c'est que je, je me laisse guider. Je me laisse guider par mon cœur quand, quand je filme et quand je raconte une histoire documentaire, quand je veux documenter une histoire en fait. Et donc, en documentaire, l'histoire se raconte au montage. Parce que tu peux filmer ce que tu veux, mais il y a quelque chose qui émerge au montage. Et au départ, j'étais vraiment partie sur une idée, ok, d'accord, voir comment cette tradition antillaise a été recréée à Toronto avec les moyens du bord. Et puis finalement, je me suis aperçue que ça, c'était qu'accessoire, que l'histoire, que en fait, les choses bah, avaient bifurqué pour parler d'identité. Et donc, quand j'ai vu que c'était ce que j'avais, je me suis dit, ah, eh ben, on va explorer ça. On va explorer ça. Et c'est quand même un film que j'ai tourné sur une période de 3 ans avec différents dispositifs narratifs où au départ, il était question que ça soit strictement cinéma direct, aucune intervention. Et ce que j'aime avec le cinéma direct, c'est ce que tu filmes, c'est ce que tu as. Et voilà, voilà. Et puis, entre-temps, mes désirs de cinématographie ont évolué, l'histoire que je voulais raconter avait évolué et je voulais trouver une manière. Le fil rouge entre tout ça, c'était l'antillanité. Comment elle se manifeste à l'étranger. Et donc, je pense que j'ai continué à écrire le film jusqu'à la dernière scène montée. Mais du coup, quelle place tu laissais à l'imprévu quand tu filmes? Parce que tu disais, ça, l'histoire se monte aussi quand c'est le montage. En fait, c'est là où l'essence un petit peu de ce que tu dis te frappe et que tu dis, ah bah ok, on va partir comme ça. Est-ce que quand tu filmais, tu avais une trame bien particulière ou au contraire, tu disais, vas-y, je vais laisser un petit peu l'imprévu entrer parce que des fois, il y a de la magie un peu dans cet imprévu aussi. Mais de toute façon, moi, ce que j'ai appris en documentaire, c'est je prépare toujours mes shortlists et tout ça, j'ai mes scénarios, je vais poser telle question, etc., etc. Et cetera. Et puis dans la vraie vie, quand tu as une caméra que tu introduis chez des gens, ben, c'est pas ça qui se passe. À moins que tu commences à mettre en scène les gens en disant tiens-toi là, fais ceci, coupe cela, etc. Mais à partir du moment où tu laisses les choses se produire de manière un peu organique, on va dire, forcément la magie s'opère. Je me souviens quand je suis arrivée chez Laurence et Fabien pour filmer les préparatifs, je m'attendais à filmer juste ça. Et puis donc là, en fait, ce premier tournage, je vais te dire, j'avais envie de lâcher la caméra et d'en faire partie.
parce que, parce que ça me rappelait mes souvenirs d'enfance, parce que je me disais, ah là, mais ouais, j'ai envie, c'est trop bon, c'est trop bon, ce moment de partage. Et, euh, et donc, du coup, j'étais vraiment tiraillée entre rester là avec ma caméra ou alors faire partie de ce qui se faisait. J'avais envie d'aider, j'avais envie de chanter, j'avais envie de faire toutes ces choses-là. Et donc, dans la cuisine, en fait, le truc, c'est que tu laisses... Ta caméra devient un peu le prolongement de ton regard et tu laisses ta caméra déambuler, traîner, etc. jusqu'à ce que tu t'arrêtes sur quelque chose et là tu te dis oh, putain, j'ai capturé ça, my god, c'est trop magique, c'est trop bon. Donc c'est comme ça que les choses se sont passées, notamment pour les préparatifs. Et puis après, arriver dans la salle, c'était juste... alors avec tous les problèmes techniques que ça comporte, c'est sûr que au niveau du son, tu peux pas mettre un lavalier sur tout le monde. Tu te dis, bon allez, je fais le choix de suivre l'événement de manière aussi, enfin, d'être vraiment comme a fly on the wall. Je suis là, mais je suis pas là. Tu me vois avec ma caméra, mais tu me vois pas. Ce qui fait que les gens ont oublié la caméra. Mais le revers de la médaille, c'est que le son en a pâti un petit peu. Voilà. Et justement, comment tu as fait le choix de choisir, enfin, comment tu as choisi en fait les personnes qui interviennent dans ton film? Est-ce que tu as passé des annonces? Est-ce que tu as parlé Non, autour de toi? Est-ce que c'était un ouais. bouche à oreille? Est-ce que c'était des gens que tu connaissais peut-être déjà et que tu les trouvais suffisamment intelligents, intéressants? Comment tu as fait ton choix pour les ramener dans ton documentaire? Ben, en fait, euh, au départ, les personnes qui devaient participer, parce que quand j'ai écrit le projet au tout départ, il était question que ce soit 4 personnes que je suive, etc. Et ben, ces personnes sont reparties en France. Donc, j'avais plus personne, j'ai dû refaire un casting de... Et donc, je sais même plus comment, je me rappelle plus de comment ça s'est goupillé cette histoire. Où je me suis retrouvée, parce qu'il y a un groupe, il y a un groupe sur Facebook qui recense des Antillais à Toronto, et peut-être, je sais même pas si ma mémoire ne me fait pas défaut ou pas, peut-être que j'avais mis une annonce là, et que j'avais, il y a peut-être une personne, ah non, je crois que c'est pas comme ça. Je crois que c'était une personne que je connaissais qui m'avait mis en contact avec une autre, avec quelqu'un d'autre. Et puis comme ça, après, le bouche à oreille, c'est fait. Mais non, je pense pas avoir mis d'annonce. Non, 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 non. Je suis à peu près sûre maintenant que j'avais dû peut-être, you know, faire appel à un pote en lui disant, tiens, est-ce que tu connaîtrais pas, est-ce que, voilà, voilà. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, si je me souviens bien. Alors, une question qui a rien à voir maintenant avec ce documentaire, une question qui va être plus personnelle pour le coup. Est-ce que pour toi, être une femme, artiste, cinéaste, je fais du cinéma, tu l'appelles comme tu veux, est-ce que c'est un défi en tant que femme aujourd'hui en 2022? Est-ce que c'est un défi? Moi, j'ai jamais rien vécu de tout ça comme un défi. Pour moi, le fait d'être femme, bon, bah, c'est mon genre, quoi. C'est pas. Je me laisse pas. C'est-à-dire que la société veut que on, on est. On doit se comporter d'une certaine manière si on est femme, si on est francophone, si on est noir, si on est petit, si on est grand, etc. Et d'une, je me suis jamais laissé définir par la perception qu'on pouvait avoir de moi. De deux, je me dis pas c'est dur parce que je suis une femme. Je me dis pas c'est dur parce que je suis noire. Je me dis pas c'est dur parce que je suis francophone. Et
Je devrais dire afro-descendante plutôt que noire, c'est plus correct. Mais ouais, je me dis pas, je me dis si j'y arrive pas, c'est parce qu'il y a de la concurrence énorme, parce que je suis dans un milieu où la concurrence est sans... De toute façon, il y a de la concurrence partout, dans tout. C'est pas... C'est-à-dire que même dans mes moments sombres où je vais pester pendant 30 minutes parce que j'ai pas obtenu une subvention, etc., où je vais me dire, ouais, c'est dégueulasse, j'en ai marre, je vais jamais y arriver, bah, la minute d'après, je me dis, ok, au boulot, terminé. Il y a pas de... C'est soit je vais me coucher avec mon oreiller, et puis je pleure, et puis je fais rien d'autre, et puis je retourne faire du consulting, si ça me plaît pas. C'est soit je me dis, ok, je continue. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que maintenant que je sais ce que c'est, que maintenant que j'ai goûté à ce que c'était, que de faire quelque chose que j'adorais, je vais pas aller faire quelque chose que j'aime bien. Ça n'a pas de sens. Donc, cela dit, ça n'enlève rien au fait que c'est une vérité. Il est clair que les femmes ont moins accès, sont payées moins. Les femmes afrodescendantes sont toujours au bas de l'échelle pour tout. Mais je choisis de d'y aller quand même. Parce que je pense que je perdrais la tête si je me disais, si je m'arrêtais sur ça. Et peut-être que c'est facile à dire parce que c'est facile. Moi, quand je travaillais en tant que consultante, je me disais pas, c'est sûr que comme j'étais indépendante, je gagnais très très bien ma vie, mais je me disais pas, je suis là parce que je suis une femme, ou je peux pas aller là parce que je suis une femme, ou je suis là parce que je suis afrodescendante et il faut cocher des cases, ou je peux pas aller là parce que je suis afrodescendante et il faut cocher des cases. Non, c'est genre, enfin, c'est genre, de, de, de manière générale, avant, je m'appuyais sur ma compétence. Voilà, je sais faire ça, j'y vais. Aujourd'hui, je m'appuie sur ma compétence, mais je m'appuie surtout sur mon cœur. Ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de faire. Alors, c'est pas parfait, mais au moins je fais quelque chose. Et donc, j'existe. J'ai parlé avec un artiste une fois qui m'a dit, en tant qu'artiste, on n'est jamais réellement satisfait. Et un projet parfait, ça n'existe pas, mais un projet terminé dont on est plutôt fier, c'est déjà pas mal. Ben, en fait, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est difficile hein, de réaliser un film, de le produire, etc. Un court métrage, un long métrage, etc. Mais c'est encore plus difficile de ne pas le finir, de ne pas le terminer. Donc, tu vois, ce film, Mounambala, que j'ai commencé en 2018 et que j'ai fini cette année, 4 ans plus tard, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, peut-être qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment. Mais je ne pouvais faire que ce que j'ai fait quand je l'ai fait, comme je l'ai fait. Je peux pas simplement dire ah non, j'aime pas, je le montre pas. C'est sûr que en tant que cinéaste, le but du jeu, c'est de montrer son travail. Et parfois, bah, ça fait peur. T'es vulnérable, comme on dit, tu te mets à poil, voilà, tu es, tu es à la, comment dire, t'es dans une position où on ne peut que te juger. On aime ce que tu fais ou on n'aime pas ce que tu fais. Et je crois que en tant que cinéaste, j'ai une chose que j'ai appris à faire et que j'apprends à faire et à écouter, c'est les gens qui aiment pas.
et pas pour m'auto-flageller. C'est intéressant parce que ça permet de voir différentes perspectives. Et ça me permet de réfléchir, de me remettre en question et de penser à mon processus créatif. Donc, je dis pas que moins on aime, plus je suis contente. Je dis simplement que on peut pas juste s'attendre à ce que tout le monde aime. Tu vois, je vais prendre l'exemple de David Cronenberg, qui est un cinéaste canadien indépendant qui fait des films un peu spé, quoi, à mon sens, qui a développé son public et qui, lui, a dit une chose que je retiens, c'est que je fais ça parce que j'ai besoin d'extirper ça de moi, j'ai des choses à dire. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais j'ai des choses à dire. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que euh, que de faire ce que je fais me permet d'exister. Donc, je crée, donc je suis. Et, et je sais que c'est à force de travail que je vais continuer à m'améliorer, que je vais faire des choses qui sont encore plus comme j'ai envie qu'elles soient. Et puis voilà. Alors, tu parlais de la peur justement qu'on a quand on montre une de ses créations, un de ses films. Ça peut être aussi une chanson quand on fait de la musique ou peu importe. Là, dans ton cas, c'est ce documentaire, Moon and Bala. Tu vas le présenter pendant le festival Ciné Franco. C'est quoi ton sentiment Mon sentiment par rapport à... Est-ce qu'il par, a été rap- en supervision? par rapport au fait que ça y est, il est entre les mains plus ou moins du public, que tu vas être justement confronté à des «Ah, j'ai adoré» ou «Ah, ça, j'ai pas trouvé ça incroyable». Vraiment, tu vas être amené à avoir ces retours. Et je voulais savoir quel était ton sentiment par rapport à ce documentaire et ce ciné franco. Bah, déjà, je suis super contente qu'il passe au ciné franco parce que je trouve que c'est en tant que cinéaste francophone qui fait du cinéma francophone, c'est important d'avoir cette plateforme parce que on ne sait pas forcément où ça peut atterrir. Le film, il a fait son avant-première en Guyane, mais j'y étais pas. Euh, je suis ouverte. C'est-à-dire que c'est sûr que même en étant préparée à entendre j'ai pas trouvé ça terrible, je suis prête à entendre j'ai pas trouvé ça terrible. Ou je suis prête à entendre j'ai trouvé ça génial. Je suis prête aussi à entendre eh ben ça m'a permis de réfléchir. Le plus grand cadeau pour moi, c'est pas si on aime ou si on n'aime pas. Le plus grand cadeau c'est ton film il m'a permis de réfléchir en bien ou en pas bien. Mais il m'a donné à réfléchir. Et c'est ça qui m'importe. Et si tu pouvais donner un conseil, comme une grande sœur un peu, un conseil à quelqu'un qui se lancerait dans le monde du septième art ou qui se lancerait en tant qu'artiste tout simplement, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un? Quand j'ai commencé à faire du cinéma, on m'a dit si tu réalises, va faire des films. Si tu écris, ponds des trucs. Et, et je pense que ça fait 8 ans que je suis dans le métier, donc je suis encore une jeune artiste. Le plus important, en tout cas c'est ce que l'art m'a apporté, mes formes d'art m'ont apporté, c'est que chaque projet sur lequel je travaille est une introspection. Et le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, outre bah vas-y, il faut y aller, il y a de la place pour tout le monde, c'est cherche à connaître qui tu es puisque tu as envie de dire. Mais vraiment envie de dire. Parce que on est dans un milieu où
on doit remplir on doit remplir certaines exigences. Et la question, on m'a posé cette question il n'y a pas très longtemps. Enfin, non, c'est pas qu'on m'a posé cette question. J'avais cette discussion il n'y a pas très longtemps avec un jeune cinéaste que je mentore. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu veux faire du cinéma pour plaire aux institutions ou est-ce que tu veux faire du cinéma pour plaire au public? C'est à toi de réfléchir. Parce que dans l'industrie du cinéma, on a il y a ce fantasme, oui, j'ai envie d'être géant, j'ai envie de, tu vois, j'ai envie de faire un film qui aura une portée aussi grande que Star Wars, ou, tu vois, ou, attends, quel autre film, ou je sais pas, moi, n'importe quelle autre super grosse production américaine. Mais moi, je me suis aperçu, dans le travail que je fais, en, en suivant mon cœur, que c'était pas ce genre d'histoire que je voulais raconter. Que, euh, de par la personne que je suis, l'humain m'importe et que donc j'ai envie de raconter des histoires humaines. Et que ces histoires humaines, eh ben, elles n'ont pas une portée aussi grande. Et que donc, à cet artiste en herbe, je lui demanderais de réfléchir, qu'est-ce qu'il veut raconter? Et autre conseil qu'on m'a donné quand j'ai adhéré à la Guilde des réalisateurs du Canada, on m'a dit, il faut que tu saches qui tu es. Parce que, quelle que soit l'histoire que tu vas raconter, ça parlera toujours de la même chose. Quelles que soient les formes. Et je m'aperçois que dans mon cas, c'est vrai. Tous les films et toutes les pièces de théâtre sur lesquelles je travaille parlent de toutes des deux mêmes thèmes. Le premier thème, c'est le sentiment d'appartenance et l'identité. Alors pas forcément mon identité, mais l'identité et le sentiment d'appartenance. Tous mes films, du premier jusqu'à ce que j'ai fait maintenant. Après, c'est vrai que je travaille aussi sur des projets d'autres personnes, donc c'est pas forcément le cas. Et encore, même là. Parce que cette notion d'identité, elle est, à mon sens, foncièrement ancrée dans notre humanité. On se demande toujours qui on est, quel est le sens de notre place, est-ce qu'on appartient à tel endroit, tel groupe, etc., etc. Donc c'est ça. Connais-toi, cherche à savoir qui t'es. Tu vois, fais ce travail d'introspection, même si tu aspires à faire des films d'action, des films de science-fiction qui n'ont rien à voir avec toi. Mais dans tout le travail, il y a un élément de toi. Et c'est quoi cet élément? Et cet élément-là, c'est ta signature. Merci Katia pour ces beaux mots. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû, ou en tout cas, entendre ces mots avec une certaine résonance parce que comme tu dis, il y a toujours cette perception entre ce que tu dis et ce que les gens reçoivent. Et ce que tu as dû dire a sûrement fait écho avec pas mal de choses chez certains artistes ou même chez des gens qui veulent se lancer dans n'importe quel projet et qui n'avaient pas forcément reçu des paroles un petit peu comme ça de... En général, en plus, les paroles ont plus de sens quand c'est quelqu'un qui ne te connaît pas. Donc voilà, je pense que tes jolies phrases, tes jolis mots ont dû avoir un certain écho. En tout cas, merci Katia Café Fébrici pour cette belle interview, pour ce joli portrait de toi. Et, euh, et est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots encore sur ton film qui va bientôt être à l'affiche du Ciné Franco? Mounambala, diaspora antillaise à Toronto, c'est un documentaire hybride où on va dire les différentes formes artistiques se croisent pour explorer l'identité et en définitive c'est une ode à l'identité biculturelle. Voilà.
J'espère que ça donnera envie à plein de gens de se poser la question justement sur toutes ces questions identitaires et puis peut-être, voir aussi cette communauté, antillaise de Toronto se, bousculer pour aller voir ce film, justement se poser des questions un petit peu sur, toutes ces questions d'identité, de place qu'on a dans la société. En tout cas, merci pour cet échange, Katia. Je rappelle qu'on était dans l'épisode de Nos francophones ont du talent, une initiative rendue possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci.